Chapitre 2. Première leçon. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Comment devenir riche? Papa, peux-tu me dire comment devenir riche? Mon père referma le journal du soir. Pourquoi veux-tu devenir riche, mon fils? Parce qu'aujourd'hui, la mère de Jimmy conduisait leur nouvelle Cadillac et se rendait passer la fin de semaine dans leur maison de campagne. Jimmy emmenait 3 de ses amis, mais Mike et moi n'avons pas été invités. On nous a dit que nous ne l'étions pas, car nous sommes des enfants pauvres. Ils ont dit ça? Demanda mon père d'un air incrédule. Oui, ils l'ont dit, répliquai-je d'un ton peiné. Mon père hocha la tête en silence, remit ses lunettes et continua la lecture de son journal. Je restais là à attendre une réponse. Nous étions alors en 1956. J'avais 9 ans. Par un étrange coup de sort, je fréquentais la même école publique que les enfants de riches. L'industrie principale dans notre ville était la canne à sucre. Les directeurs de la plantation et les autres personnes influentes de la ville, comme les médecins, les propriétaires d'entreprises et les banquiers, envoyaient leurs enfants à cette école, de la première à la 6e année. Après la 6e, leurs enfants étaient habituellement envoyés dans des écoles privées. Étant donné que ma famille habitait sur un certain côté de notre rue, je fréquentais cette école. Si j'avais vécu de l'autre côté de cette même rue, on m'aurait inscrit dans une école différente avec des écoliers issus de familles semblables à la mienne. Après la 6e année, ces derniers et moi-même devions fréquenter l'école secondaire publique. Il n'était pas question d'école privée pour eux ou pour moi. Mon père finit par déposer le journal. Je voyais qu'il réfléchissait. « Eh bien, mon garçon, commença-t-il doucement, si tu veux devenir riche, il te faut apprendre à faire de l'argent. »« Comment fait-on de l'argent » lui demandai-je. « Eh bien, réfléchis, mon garçon, dit-il en souriant. Ce qui signifiait « je ne t'en dirai pas plus » ou « je ne connais pas la réponse, ne m'en demande pas davantage ». La formation d'une association. Le matin suivant, je répétais les paroles de mon père à mon meilleur ami, Mike. À ma connaissance, Mike et moi étions les seuls enfants pauvres de l'école. Mike me ressemblait car lui aussi fréquentait cette école par un singulier coup du destin. Quelqu'un avait délimité le territoire du secteur scolaire et nous avions abouti dans le même établissement que les enfants riches. Nous n'étions pas vraiment pauvres, mais nous nous sentions comme tels car tous les autres garçons avaient des gants de baseball neufs, des bicyclettes neuves, tout ce qu'il avait été neuf. Nos parents assuraient nos besoins essentiels. Nourriture, logement, vêtements, guère plus. Mon père disait, si tu veux quelque chose, travaille pour te le payer. Des choses, nous en voulions, mais les emplois étaient rares pour les garçons de 9 ans. Comment donc devrions-nous nous y prendre pour faire de l'argent? Demanda Mike. Je ne sais pas, répondis-je. Mais veux-tu devenir mon associé? Et c'est ainsi que ce samedi-là, Mike devint mon premier associé. Nous passâmes toute la matinée à échafauder des plans destinés à nous enrichir. Par moments, nous évoquions Jimmy et les autres en train de s'éclater à sa maison de campagne. Cela nous faisait un peu mal. Mais d'un mal bénéfique qui nous stimulait dans notre projet de faire de l'argent. Enfin, cet après-midi-là, un éclair de génie traversa nos esprits. C'était une idée que Mike avait puisée dans un livre de sciences. Très excités, nous échangeâmes une poignée de main
et ce fut la naissance de notre entreprise. Au cours des semaines qui suivirent, Mike et moi sillonnâmes notre quartier, frappant aux portes pour demander à nos voisins de bien vouloir mettre de côté leurs vieux tubes de dentifrice. Intrigués, la plupart des adultes acceptèrent avec le sourire. Certains voulaient en savoir plus long. Nous répondions « Impossible de vous le dire, secret professionnel ». L'inquiétude de ma mère grandissait au fil des semaines. Nous avions choisi un coin près de sa machine à laver pour y entreposer notre matière première, dans une boîte en carton qui avait jadis contenu des bouteilles de ketchup. Notre petite provision de tubes de dentifrice prit de l'ampleur. Un jour, ma mère en eut assez. La vue de ce monticule de tubes de dentifrice sales et déformés, ayant appartenu à nos voisins, finit par la mettre hors d'elle. « Que faites-vous, les garçons » demanda-t-elle. « Et ne me parlez pas de secret professionnel. Faites le ménage ou je mets tout ça aux ordures. » Mike et moi l'avons imploré et supplié de nous laisser faire, lui expliquant que nous aurions bientôt assez de tubes pour commencer la production. Nous l'avisâmes que nous attendions encore les tubes de quelques voisins qui achevaient leur dentifrice. Maman nous fit grâce d'une semaine. La date du début de la production fut repoussée. La pression montait. C'était ma première association et une menace d'éviction de notre aire d'entreposage planait déjà sur nous par les bons soins de ma propre mère. Mike fut chargé d'inciter les voisins à utiliser plus rapidement leur dentifrice, leur rappelant les fréquents brossages recommandés par le dentiste. Je commençai à mettre sur le pied la chaîne de fabrication. Tel que prévu, la production commença une semaine plus tard, lorsque mon père, accompagné d'un ami, voulut s'engager avec sa voiture dans notre allée. Il se trouva devant deux garçons de 9 ans, opérant une chaîne de fabrication à plein régime. Tout était recouvert d'une mince couche de poudre blanche. De petits berlingots de lait, venant de l'école, étaient alignés sur une longue table et sur notre grille hibachi. Des charbons de bois rouge vif dégageaient une chaleur ardente. Papa marcha prudemment vers nous, ayant dû garer la voiture au bas de l'allée, car la chaîne de montage bloquait l'accès à l'abri d'auto. En s'approchant, son ami et lui virent un bac de métal, posé sur des charbons de bois et dans lequel fondaient des tubes de dentifrice. À cette époque-là, le dentifrice ne se vendait pas dans des tubes de plastique, mais de plomb. Une fois la peinture brûlée, les tubes jetés dans le petit bac de métal finissaient par se liquéfier, et à l'aide des poignées de ma mère pour saisir un objet chaud, nous versions le plomb par un orifice pratiqué dans le haut des berlingots. Les berlingots furent remplis de plâtre de moulage, comme celui qui s'était répandu partout avant d'être mélangé à l'eau. Dans mon empressement, j'avais renversé le sac et on aurait cru qu'une tempête de neige s'était abattue sur la région. Les berlingots servaient à mouler le plâtre. Mon père et son ami nous regardèrent verser le plomb fondu par une petite ouverture pratiquée dans la partie supérieure du tube de plâtre de moulage. « Attention !» dit mon père. Je fis signe que oui sans lever les yeux. Une fois l'opération terminée, je déposai le bac de métal et je souris à mon père. « Que faites-vous donc, les garçons » demanda-t-il en réprimant un sourire. « Nous suivons tes conseils. Nous serons riches, dis-je.